Dans 3, 2, 1, et c'est parti! L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire. Au-delà de vos attentes. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu, mon nom est Sylvain et je vous présente aujourd'hui mon nouveau segment. Alors, le mois dernier, je vous ai demandé, même lors de mon quad 9, je vous ai demandé des idées parce que j'ai envie de faire un nouveau segment, une espèce de retour en arrière pour faire le tour des acquisitions que j'ai faites auparavant et j'ai demandé votre aide pour des noms de chroniques et j'ai eu plusieurs bonnes idées, mais finalement, je suis arrêté sur Throwback. Donc, un throwback, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir un an en arrière pour aller vous faire une liste des acquisitions que j'avais faites à ce moment-là et qu'est-ce qu'ils sont devenus dans ma collection et également mon appréciation de ces jeux-là. Donc, la référence throwback va se faire un peu parce que JP a son segment très populaire depuis déjà un bon bout de temps qui s'appelle le What's in the Box. Dans le What's in the Box, ce qu'il va faire, c'est qu'il va vous présenter ses récentes acquisitions. Donc, immédiatement comme ça, juste sur le fly, donner une impression des jeux qu'il y a et vous les présenter de manière sommaire et pourquoi il les intéressait. De mon côté, je voulais pas nécessairement faire la même chose, mais je trouvais le concept très intéressant. Ce que j'ai décidé de faire, c'est un retour en arrière. Donc, c'est un What's in the Box un peu inversé. Donc, au lieu d'avoir mon idée quand je viens de recevoir les jeux, je vais les avoir un an après. Donc, si j'ai joué le jeu, je vous parlais un peu de mon appréciation de mon jeu. Également, si jamais il fait plus partie de ma collection aussi, je vais vous le citer. Ou si encore, je n'y ai tout simplement pas joué. Et à ce moment-là, le but de ça, souvent, c'est de vous présenter plein de jeux. Parce que des nouveautés arrivent, c'est rendu que des jeux qui sont sortis l'an dernier, qui sont comme un peu déjà, passé date. L'univers du jeu roule incroyablement vite et j'apprécie beaucoup faire justement un retour en arrière pour pouvoir des fois s'arrêter à des titres. Bon, c'est certain, c'est quand même la plupart des titres assez récents, mais je trouve ça toujours amusant. Donc, quand j'ai fait mon top à travers le temps, donc j'ai vraiment apprécié ça de pouvoir revisiter un paquet de jeux, un paquet d'années aussi. C'est qu'avec mon throwback, ce que je vais faire, c'est que je vais revenir en arrière pour voir qu'est-ce que j'ai pensé de ces jeux-là. Donc, c'est une raison de plus pour pouvoir vous parler d'un paquet de jeux parce que, ces fois dans la collection, on a beaucoup de jeux, mais c'est lesquels qui ont vraiment un impact et c'est ça que je trouve très intéressant. Mais on va y aller immédiatement avec ma petite liste que j'ai du mois de janvier 2019. Alors, je vais commencer avec un jeu qui s'appelle Shards of Infinity. Donc, quand j'ai acquis Shards l'an dernier, le jeu se veut être une espèce pratiquement un clone de Star Realms. Mais là, je dis pas ça négativement parce que des jeux comme Star Realms, il y en a beaucoup. Bon, il y a Hero Realms, il y en a beaucoup de jeux qui sont faits, des deck builders à 2 joueurs, des fois, qui sont faits à une rivière au milieu. Donc, on achète des cartes qui vont dans le deck. C'est un concept qui est très familier. Puis, il y a beaucoup de jeux qui sont passés à faire le même concept. Donc, quand j'ai vu Shards, je trouvais que le thème un peu science-fiction était assez intéressant. Mais je me disais, que ça allait pas révolutionner les choses. Mais il y a quelques petites choses que ce jeu-là faisait très bien et que j'ai vraiment apprécié. C'est le niveau de mastery. Donc, ce qu'on a, c'est qu'on a des ressources, bien sûr. On a de l'argent qu'on va acheter des cartes. On a des points de vie. Il faut descendre des points de vie de l'autre joueur. Mais en plus de ça, il y a une autre dimension qui se trouve le mastery. Donc, le mastery, ce qu'on va pouvoir faire, c'est qu'on va pouvoir, à chaque tour, si on le désire, payer un certain nombre d'argent pour pouvoir monter notre niveau de maîtrise. Et plus le niveau de maîtrise est haut, plus les cartes ont accès à différentes habilités. Donc, il y a des cartes qui vont être jouées, qui vont peut-être être très faibles au départ, mais plus notre niveau de mastery va devenir élevé, plus les cartes vont débarrer un nouveau pouvoir. Et je trouvais que le concept était bien, mais j'étais un petit peu, hésitant parce que Star Realms a énormément de contenu qui le rend vraiment génial. Cependant, plus tard dans l'année, parce que là, ce que je vais faire en passant, même je ferai une petite note ici, je vous parle des jeux de base, mais je ne parlerai pas des extensions parce que je ne note pas toutes les extensions que j'achète. Mais pour Shards of Infinity, un peu plus tard dans l'année, est sortie une première extension qui a donné plein de petites choses. Ça n'a pas révolutionné le jeu, mais ça l'a donné juste assez de twist pour donner un peu de piquant. Donc tout récemment, je viens de faire l'acquisition de la dernière extension de Shards of Infinity. Et là, je trouve que le jeu commence à être au stade où j'aurais voulu qu'il soit. Donc un peu plus de matériel, un peu plus de petites choses par-ci et là, et ça transforme Shards of Infinity en un excellent deck builder. Donc dans ce concept-là, que ce soit justement de Star Realm, à qui je vais le comparer souvent parce que c'est un jeu qui retient beaucoup d'ADN de ça, mais il y a des jeux comme Eternal qui sont sortis, ou même Hogwarts, le jeu d'Harry Potter, mais en duel, qui utilisait le même concept de base. Je trouve que Shards of Infinity est probablement mon favori, et c'est une des raisons pour laquelle le jeu va rester dans ma collection. Un autre jeu que j'ai joué, puis celui-là, j'ai vraiment apprécié, une de mes expériences favorites de jeu que j'ai eu l'an dernier, c'est le jeu Raccoon Tycoon. Dans Raccoon Tycoon, on va devoir spéculer sur des ressources, donc on va acheter à bas prix, on va essayer de revendre à gros prix.
Ultimement, c'est vraiment ça. Et après ça, avec l'argent qu'on va se faire en jouant un peu des ressources comme ça, parce que là, il va y avoir une espèce de marché qui va faire en sorte que si on achète des ressources, bon, après ça, les prix vont changer. Quand les gens vendent des ressources aussi, le prix change. Donc, si les gens en ont vendu, la rareté va faire en sorte de descendre le prix. Donc, c'est toute une espèce de côté comme ça qui va être vraiment, vraiment agréable. Et cet argent-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, il y a un petit côté d'enchère qui est plutôt bien ficelé pour ce genre de jeu-là. C'est un jeu qui a assez de gameplay pour le rendre super intéressant, mais qui est assez accessible et un look assez général pour justement être facile à mettre sur la table. Donc pour ma part, Raccoon Tycoon, lui aussi va rester dans ma collection parce que c'est vraiment, je trouve, un excellent jeu, un jeu très très fluide et un jeu que les gens connaissent pas énormément parce qu'il n'y a pas une distribution nécessairement à grande échelle, mais pour ma part, Raccoon Tycoon est vraiment un gros thumbs up. Un autre jeu que j'ai dans ma collection, que j'ai encore, c'est le jeu Azul Glasses of Sintra. Moi, je l'appelle l'édition Frank Sinatra. Dans Azul Sinatra, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, c'est un peu le même concept que le premier Azul, qui avait été un jeu énormément populaire. Donc, quand que le jeu est arrivé, un jeu de drafter des tuiles, un peu mine, un peu faire attention, un jeu quand même assez serré, mais le jeu Azul original, j'ai énormément joué, puis je pense que je me suis tanné un peu. Donc, à ce moment-là, quand le deuxième Azul est arrivé, je me suis dit, ah, je vais l'acheter. Je l'avais acheté et il est resté dans ma bibliothèque jusqu'à la semaine dernière. Donc, je me suis fait une belle petite si on veut, résolution ludique de couper le nombre de jeux que j'ai dans mon backlog, dans mon Wall of Shame, les jeux que je n'ai pas joués. Et Azul, je l'ai pris dans mes mains, c'est vrai, ça fait déjà 1 an que j'ai ce jeu-là. Let's go, on le met sur la table. Donc, je peux vous donner mon avis après une partie. J'ai bien aimé ça. Je pense que je le préfère au premier. Et là, j'ai même pas essayé le dernier opus qui vient de sortir. Mais Glasses of Sintra, je l'ai trouvé bien. J'ai trouvé que ça joue assez bien. C'est certain qu'à un moment donné, ça fait son tour. Mais j'ai pas été déçu. Je vais probablement le garder dans ma collection encore un peu. Un autre jeu que j'ai depuis 1 an, bien sûr, parce que c'est le point de cette vidéo-là, c'est le jeu Cytosis. Donc, Cytosis est un jeu de la compagnie Genius Games. Genius Games font des jeux absolument incroyables parce que c'est des bons jeux avec de la vraie science. Donc, exemple, j'ai le jeu périodique que j'ai joué, que je devrais vous parler à la chaîne bientôt. Aussi, Subatomic, que j'ai vraiment aimé, un petit deck builder sympathique. Et le jeu est visuellement très, très intéressant. Et le fait qu'il utilise la vraie science en arrière de ça, ça se trouve être vraiment intéressant. Cytosis, j'avais très, très hâte de l'avoir parce que justement, le thème me plaisait, le côté scientifique, j'adore ça. C'est un thème qui n'est pas souvent bien utilisé dans les jeux. Puis dans celui-là, je le trouvais super bien placé. Et bien, mon appréciation de Cytosis jusqu'à maintenant est de, j'ai pas encore joué. Juste en faisant ma liste, je regardais, je dis, hey, Cytosis, c'est vrai. Hey, j'ai pas joué à ça encore. J'avais vraiment hâte de l'avoir. Ça n'a pas donné qu'il est tombé sur la table. Je pense que je vais essayer de faire un effort particulier pour pouvoir le jouer bientôt parce que, comme je dis, le thème me plaît beaucoup. Puis le fait que Genius Games font des jeux très, 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 très intéressants, si on veut. Il faudrait que je m'y porte une attention particulière. Un autre jeu que j'ai été surpris, je m'attendais à aller jouer beaucoup plus que j'ai joué, c'est New Frontier. New Frontier est le nouveau jeu dans la série de Race for the Galaxy, désigné par Tom Lemon. Tom Lemon est un de mes designers favoris. Il a fait le jeu Res Arcana l'année dernière qui m'a vraiment surpris parce qu'il était beaucoup plus profond que je pensais. Pour New Frontier, il retourne, si on veut, avec la série qui l'a fait connaître, c'est là de Race for Galaxy. Donc, les icônes qui sont relativement similaires, on a des images qui sont similaires, et moi, personnellement, j'aime ça. Ça crée une espèce de côté homogène dans toute la série. Qu'on joue à Jump Drive, Roll for the Galaxy, Race for the Galaxy, ou maintenant New Frontier, on va avoir un petit goût de revenez-y qu'on connaît déjà, et ça va même faciliter l'apprentissage du jeu. New Frontier est une grosse boîte, une boîte assez lourde même, je dirais, avec la quantité de cartons qu'il y a. J'ai joué quelques parties quand je l'ai reçu, j'étais très très content de le jouer. J'ai pas eu l'occasion beaucoup de rejouer, je sais qu'il y a une extension qui est annoncée, mais je pense que j'ai vraiment envie de retourner vers New Frontier parce que c'est vraiment un excellent jeu d'un designer que j'aime beaucoup. Et le problème vient souvent que on me demanderait lequel que je préfère entre Race, Roll et New Frontier. J'aurais de la misère à mettre le doigt dessus parce que Race for the Galaxy est une expérience incroyable à 2 joueurs, un engine builder, ça roule super vite à 2 joueurs, même c'est vraiment intéressant. Roll, pour sa part, a un accès grand public, donc brasser des dés, les gens aiment ça, le jeu est peut-être un peu plus facile d'accès. Et New Frontier, qui est une espèce de retour complet, donc fermer la boucle avec une sélection d'actions qui est vraiment bien pensée. Un excellent jeu, je le conseille si jamais vous aimez ce genre de jeu-là. J'ai fait maintenant le tour... Ah oui! Un dernier, un petit jeu à 2 joueurs que j'ai joué peut-être 5-6 parties et que j'ai été très surpris parce que je ne m'attendais pas à grand-chose de ce jeu-là. C'est le jeu Duelosaur Island. Duelosaur Island, c'est une version un peu distillée à 2 joueurs, qu'on dirait en anglais streamlined, du jeu Dinosaur Island. Donc Dinosaur Island, un gros jeu de placement d'ouvriers,
Un gros jeu parce qu'il y a énormément de matériel, déballer ça sur la table. C'est un jeu que moi, personnellement, je trouve très beau, malgré la présence forte du rose. Mais c'est un jeu que j'aime beaucoup. Et quand j'ai su qu'il faisait une version à 2 joueurs, je me dis, ah, ben, ça va être pas super, tu sais, peut-être un petit filler. Au final, j'ai été satisfait parce que ça reprend les mécanismes de base du jeu et ça va faire en sorte de le rendre beaucoup plus accessible, beaucoup plus petit aussi sur la table. Non, ça ne remplace pas le jeu d'origine parce que je préfère quand même l'original, mais j'ai trouvé que la version du Duelosaur coulait très très bien et c'est un petit jeu surprenant. Maintenant, on continue la liste et là, ça c'est les jeux dans ma collection qui sont encore là. Des jeux que j'ai gardés parce que bon, probablement. Et là, je tiens à le dire immédiatement, c'est pas parce que j'ai un jeu qui est plus dans ma collection que c'est nécessairement un mauvais jeu. Je marche par principe de rotation. J'essaie de rouler énormément mes jeux parce que il y a toujours des nouveautés. On a toujours envie d'en avoir des nouvelles. Et à un moment donné, ben, ça devient difficile de garder le contrôle sur toute cette bibliothèque-là. Donc, j'aime beaucoup ça, faire une rotation. Et souvent, je me rends compte que malgré le fait que quand je fais une rotation, des fois, je change de jouer à un jeu, c'est plate. Au final, on découvre toujours de nouveaux jeux. Donc, je me dis, ça fait un roulement. Puis ça me permet de pouvoir en jouer beaucoup. Dans les jeux qui ont quitté ma collection pour diverses raisons, je vais commencer avec le jeu Crypt. Crypt est un projet Kickstarter que j'avais backé. Le prix était vraiment ridiculement bas. Un petit projet qui avait de l'air intéressant, un petit jeu parfait, 2 joueurs, bon ok parfait, je me dis ça va être pas si pire. J'ai reçu le jeu, je l'ai déballé, j'ai regardé les règles un peu, puis je l'ai remballé, j'ai remis ça dans la boîte et finalement j'ai décidé de le vendre pour à peu près le même prix que j'avais payé pour le Kickstarter. Donc, j'ai pas grand chose à vous dire parce que bon, comme je dis, le jeu m'avait pas de l'air mauvais, mais je l'ai gardé peut-être 2-3 mois sur mes tablettes. Puis à un moment donné, je me suis dit, c'est vrai, j'ai même pas le goût nécessairement d'ouvrir la boîte. Donc, ben, il est parti vers un monde meilleur où il y a probablement plus de temps de glace. Un autre jeu, puis celui-là, j'étais un peu déçu qu'il soit plus dans ma collection, c'est le jeu Camel Up, la 2e édition. Camel Up est un jeu de course chaotique où on va miser sur des chameaux et c'est très très simple comme jeu, mais c'est très très agréable parce que c'est très chaotique. C'est un jeu très familial, très avec des amis, un jeu qu'on peut montrer à des gens qui sont pas nécessairement des joueurs. Le plateau est merveilleux, donc la nouvelle édition, un petit palmier comme ça, c'est vraiment visuellement incroyable. Et j'avais misé là-dessus pour des soirées avec des couples d'amis. Je me suis dit, ce serait le fun. Un jeu qui joue quand même à plusieurs joueurs. On pouvait jouer à 6, excellent. Jeu simple pour les gens qui jouent un peu moins. Je l'ai sorti, on a joué. Mes amis un peu moins joueurs, ils ont fait, c'était quoi ça? J'ai pas vraiment compris le but. C'était trop chaotique, c'était trop hasardeux. Bon, certains, tu sais, aux premières parties aussi, des choses comme ça, mais il n'y a pas eu le buzz que je pensais, parce que oui, j'aurais pu le ramener, puis non, le jeu est pas trop compliqué, un coup les gens comprennent, ça va bien, mais c'était la crowd principale à qui je voulais montrer ce jeu-là, et ça n'a pas eu l'effet escompté. Un petit peu déçu, mais ça sert à rien de l'avoir dans ma collection, c'est pas le genre de jeu que je vais sortir une soirée, des amis joueurs qui vont venir, les gars de l'école du jeu viennent, hey, qu'est-ce qu'on fait, on joue à Camel Up? Bon, ça peut être bien pour finir une soirée, mais peut-être pas comme plat principal. Un autre jeu que j'ai joué, j'étais vraiment content de l'essayer. C'est un Kickstarter qui s'appelle Age of Towers. J'aime beaucoup les Tower Defense. On se fait attaquer, on doit faire des défenses, des choses comme ça. J'ai un Goblivion que j'adore, un jeu qui utilise le concept de Tower Defense. Et quand j'ai vu Age of Towers, je trouvais ça le fun. Ça m'a vraiment donné l'image d'un jeu vidéo qu'on construit des tours. Les tours vont battre des monstres qui vont se déplacer sur un chemin. On pouvait modifier ce chemin-là pour faire en sorte que le monstre il passe devant différentes tours, avoir des upgrades, des choses comme ça. Et je trouvais que le concept du jeu était très bien, le matériel était très beau, des belles illustrations, un jeu vibrant, un jeu coloré. J'ai joué une première partie en solo pour explorer le jeu et j'ai comme trouvé qu'il manquait quelque chose, ce que je voulais dans le jeu, le petit buzz que je voulais avoir du jeu était pas vraiment là. Ensuite, j'ai rejoué une partie à 3 joueurs et là, ça a été au final pas une super... C'était pas mauvais, mais ça n'a pas été une super expérience de jeu. Je dirais que le jeu était pas exactement ce que j'aurais voulu qu'il soit. Donc, en cette optique-là, j'étais un petit peu déçu. Et étant donné qu'il y a tellement de nouveaux jeux qui arrivent, eh bien, j'ai décidé de m'en départir. Parlant de petits jeux que j'ai décidé de me départir, le jeu Paku Paku. C'est quoi Paku Paku? C'est un petit jeu de dextérité qui prend 5 minutes, qui peut être joué par n'importe qui. C'est un jeu où on va brasser des dés, tenter d'empiler des assiettes, des verres, essayer de pas faire tomber ça. Un petit jeu très très léger. On a joué quelques parties pendant une soirée. Ça a été amusant. Les gens ont comme, bon, ok, c'est correct. Un petit jeu de dextérité. C'est pas toujours la tasse de thé à tout le monde. Tasse de thé. Donc, c'est un paquet de petits matériels, des petites choses comme ça. Un petit jeu sympathique, très familial. Je pense qu'il n'y avait pas rien d'exceptionnel. Mais c'était sympathique. C'est le genre de petit jeu qui sort facilement. Un autre jeu, et là celui-là, c'est peut-être le jeu que ça me rend un peu le plus triste qu'il soit plus dans ma collection. Oui puis non. C'est le jeu Warhammer Underworld. Donc j'avais la version Shadespire et Nightvolt. Donc l'an dernier, j'ai fait l'acquisition de ça. J'avais vraiment hâte
parce que c'est un concept de jeu que j'aimais beaucoup. Je commençais à tomber dans l'univers de Warhammer. J'aimais beaucoup le concept de côté tactique. On se construisait un deck. Si vous écoutez les vidéos que j'ai faites dans ce moment-là, j'ai vraiment eu un gros buzz fort sur ce jeu-là. Mais c'était juste avant de découvrir Kill Team et par la suite, éventuellement, Warcry. Donc, qu'est-ce que c'est Shadespire? C'est justement un jeu à 2 joueurs, mais il y a un côté très compétitif où on va pouvoir construire notre deck, avoir différentes habilités qui vont nous donner des bonus pour nos cartes, des choses comme ça. On va avoir un plateau de jeu avec des cases quand même, malgré le fait que c'est dans l'univers de Warhammer. Mais c'était justement mon premier, je mettais le petit orteil dans l'univers de Warhammer pour voir qu'est-ce que ça avait de l'air. Et j'ai vraiment aimé le jeu. J'ai acheté beaucoup d'extensions, beaucoup de nouvelles factions. J'ai joué énormément, là, vraiment dans un court laps de temps. Mais pas trop longtemps après, j'ai découvert Kill Team, qui est vraiment devenu une espèce de révélation ludique pour moi. Les jeux les jeux de Wargames, les petits jeux de miniatures où on s'affronte comme ça. Je suis tombé un peu dans l'univers justement de Warhammer. Fait que je pense que Shadespire a mérite de m'avoir fait tomber littéralement dans l'univers de Warhammer. Ça reste un jeu très bien pensé, mais le problème avec ce genre de jeu-là, c'est que, un peu comme Warhammer même que je joue, ça prend des joueurs dédiés, ça prend des gens qui sont motivés à jouer, motivés à changer leur deck, motivés à essayer de vouloir battre l'adversaire en étant plus compétitif, puis c'est le petit côté compétitif nécessairement que j'avais personne qui était aussi maniaque que moi, puis même si je construisais les decks pour 2 joueurs, ça reste que je connaissais un peu plus les combines, puis je pense qu'au final, il me manquait un petit quelque chose que Kill Team et Warcry m'ont apporté par la suite. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai dû dire adios à Warhammer Underworld. Donc, ça fait le tour de mon premier throwback, un retour vers janvier 2019. Je me rends compte que il y a des jeux que j'ai vendus ou des jeux que j'ai changés que, bon, ça m'était avec Crypt, en retrouvant Crypt, hey, c'est vrai, j'avais ce jeu-là. OK. Il y a des jeux qui font pas trop d'impression. Puis d'un autre côté, ça m'a amené justement à revoir des jeux que j'ai dans ma collection que je joue pas nécessairement assez. Puis oui, on veut toujours jouer des nouveautés, des choses comme ça. Mais il y a tellement de bons jeux. Là, j'en ai parlé, j'ai envie de ressortir Raccoon Tycoon. Ça fait un petit bout que j'ai joué. Quel autre jeu que j'avais pensé tantôt? Ouais, c'est ça. Shards of Infinity avec la nouvelle extension. Je trouve que le jeu gagne à être joué. C'est super rapide. C'est des petits jeux qui sont très intéressants. Et malgré le fait qu'ils soient pas nécessairement la nouveauté tendance, que ce soit pas le gros buzz ludique présentement sur le marché, pour ma part, c'est des jeux qui sont toujours le fun de retourner en arrière pour pouvoir essayer de les redécouvrir. Donc, on parle de découverte. C'est quoi les jeux nécessairement que des fois vous avez découvert sur le tard, des jeux que vous connaissiez pas, mais que ça a été vraiment une grosse révélation pour vous? Et à la même chose, est-ce que vous avez des jeux dans votre shelf of shame, des jeux que vous avez, ça fait longtemps que j'ai ce jeu-là, pas nécessairement besoin d'avoir les dates là, comme moi, là, moi je suis toujours assez craqué côté statistique, mais y a-t-il un jeu dans votre collection que ça fait vraiment longtemps qu'il est sur tablette, puis vous dites, crime, ça fait combien de temps que j'ai ça, puis j'ai jamais joué? Donc, des jeux comme ça, des fois, ça peut être le fun de se demander pourquoi il est dans ma collection. Et dans le cas, par exemple, de Cytosis ici, c'est vrai, je viens de me rappeler pourquoi il était dans ma collection. Ça me donne envie encore plus de pouvoir le sortir sur la table. Donc, gênez-vous pas d'en jaser en bas. Un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Dites-moi si vous aimez ce nouveau segment-là, le throwback, un retour en arrière d'un an pour faire le tour des jeux. J'ai commencé justement à visionner un peu mes dates d'acquisition, puis je trouve ça très intéressant. Puis je pense que ça va être une petite série de vidéos que je vais bien apprécier faire. Mais encore une fois, j'espère que ça va vous plaire. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine! Ah, oui, avant de me faire lancer des roches pour le nom Throwback, c'est de la faute à Mathieu Ouellette.